À qui sert le volontariat de solidarité internationale? Alors, je voudrais d'abord vous remercier la délégation catholique pour la coopération d'avoir associé la revue Projet à la préparation de cette soirée. La revue Projet, c'est une vieille revue jésuite qui a été créée il y a plus de 100 ans et dont le métier, c'est un peu de servir d'interface entre des acteurs de terrain et le monde de la recherche, justement pour prendre les questions qui sont irrésolues, les questions qui méritent d'être débattues. Et c'est bien le cas avec la DCC, qui est un organisme d'envoi de volontaires de solidarité internationale. C'est un organisme de terrain, parce qu'envoyer des volontaires, c'est d'abord une activité extrêmement concrète, et de prendre le risque, 50 ans après sa création, après avoir envoyé 20 000 volontaires sur le terrain, de se demander, mais finalement, à quoi on sert? À qui on sert? Quels sont les défis devant nous? Si on devait se réinventer, comment ferait-on? C'est une vraie prise de risque et je voudrais en féliciter la DCC. Alors, j'ai pu personnellement bénéficier de cette activité du volontariat, puisque je suis revenu moi-même il y a 15 ans de Colombie, où j'ai passé 2 ans grâce à la délégation catholique pour la coopération. Donc, à qui sert le volontariat? Personnellement, je peux témoigner que moi, ça a été extrêmement marquant dans mon parcours de vie. Est-ce que ma modeste contribution à la construction de la paix en Colombie, puisque c'était la mission qui m'était confiée de former des constructeurs de paix, de jeunes, est-ce qu'elle a servi à quelque chose? Alors là, je serais bien en peine de vous répondre affirmativement. Alors c'est un peu la question qu'on a envie de se poser dans cette première table ronde. Simplement, avant d'accueillir et de passer la parole à nos intervenants, je voudrais dire que cette table ronde, elle se veut interactive, qu'on va d'abord faire parler nos invités, et puis si vous avez des questions, des remarques, des interventions, il y a un système de petits papiers qui vont circuler dans la salle et qui vont remonter par l'intermédiaire de mon collègue Vincent de Féligonde de la Croix. Voilà. Alors, le volontariat de solidarité internationale, il est né de façon concomitante avec l'idée d'aide au développement. L'aide au développement, je dirais que son questionnement et même son procès n'est plus à faire. On a beaucoup entendu parler d'une aide intéressée, mais le volontariat de solidarité internationale est resté un peu en dehors de ce débat-là. Alors l'une des raisons, c'est que le volontariat, et notamment celui prôné par la délégation catholique pour la coopération, s'inscrit dans l'idée de partenariat, et donc d'une forme d'égalité. Mais est-ce que cette égalité est véritable? Est-ce qu'on répond véritablement à des besoins, et quels besoins qui sont exprimés localement? Ou est-ce que finalement ce n'est pas d'abord le désir de volontariat qui précède l'expression de ces besoins sur place? Quels sont ces besoins dans une perspective prévisible, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent? Et quelle valeur accorder à ce principe d'égalité si nous, Français, nous avons un dispositif pour partir au bout du monde, mais que nous fermons la porte aux personnes qui viennent du bout du monde? C'est les questions sur lesquelles on voudrait entendre nos intervenants. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Panel. Anne Panel, elle est agronome de formation, elle est ancienne volontaire, et elle dirige aujourd'hui l'association FERT, qui est implantée dans une douzaine de pays. C'est une association de développement agricole, et notamment à Madagascar. Gaël Giraud, qui est jésuite, qui est économiste en chef de l'Agence française de développement. Edith Ergon, qui est... alors, sa spécialité, c'est la prospective du présent. Elle pourra nous expliquer ce que ça recouvre. Elle est aujourd'hui co-directrice du Centre culturel international de Cerisy. Et puis Marcona qui a fait le déplacement exprès du Gabon. Je voudrais l'en remercier. Il est président de l'association Brain Forest. Il est aussi prix Goldman 2009 de l'environnement. C'est un peu l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. Et coordinateur au Gabon d'une coalition qui s'appelle Tournons la page. Il pourra nous en dire un mot. Et puis nous accueillons à l'instant Elena Lassida, donc, qui est économiste et sociologue à l'Institut catholique de Paris. Alors je me tourne d'abord vers vous, Anne Panel. Vous êtes une ancienne volontaire de la DCC pour en créer un peu dans du concret notre débat. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement ce que vous avez fait sur place,
Et avec le recul, à qui diriez-vous qu'a servi votre propre volontariat ? Bien, merci, bonsoir. Je mesure ce soir que je suis 1 sur 20 000 et que la DCC m'a proposé d'être là. Une grande responsabilité, vraiment, je les en remercie du fond du cœur. Alors, j'introduis et je suis un peu obligée de parler de moi, ce que j'aime pas beaucoup. Mais j'étais volontaire en 2001-2002 à Madagascar. 2001, j'avais 30 ans, comme ça vous savez quel âge j'ai, et je suis partie avec un diplôme d'ingénieur agro en poche, 6 ans d'expérience professionnelle, et j'ai été recrutée par une association qui s'appelle FERT, que je ne connaissais ni Nef ni d'Adam, dans un pays où j'avais juste mis les pieds une fois en vacances, pour un projet de développement agricole dans une région, pour ceux qui connaissent la Grande Île, qui s'appelle le Ménabé, que l'AFD appelait le cimetière des projets le jour où je suis arrivée sur place. Donc un défi énorme qui m'attendait dans ce pays. À qui ça a servi ? Fondamentalement à moi, et je crois uniquement à moi, ces 2 années. C'était clairement une période, et je pense que beaucoup de volontaires se retrouveront là-dedans, où je cherchais un peu un sens. Je traversais une période difficile. Et la DCC m'avait refusé un premier volontariat, c'est important de le dire. Et c'est la qualité des organisations de volontaires telles que la DCC d'être capable de refuser un départ volontaire pour mieux partir. Et donc, oui, j'ai tout appris. Mes mentors ont été 2 paysans sac à lave, qui m'ont appris l'écoute, la confiance, l'engagement, clairement, qui me servent tous les jours maintenant. J'ai servi à quoi ? J'ai fait énormément de bêtises. Et maintenant que je recrute des volontaires, je ne les mettrai jamais dans la situation dans laquelle j'ai été à ce moment-là. Je pense que ça aussi, ça m'a appris à être beaucoup plus prudente. En revanche, cet après-midi, ceux qui étaient là, il a été question de parcours d'engagement. 2001-2002 à Madagascar, 2003 on me propose un poste au siège de l'association FERT, et 2007 on me propose la direction, et donc voilà, je dirige l'association depuis 2007. Et donc c'est ce parcours, et je pense qu'aujourd'hui les paysans malgaches que j'accompagne, et puis dans 11 autres pays avec notre équipe, très modestement, très humblement, mais ils bénéficient de ce que ce volontariat a construit, de ma personne et de mon savoir-faire et surtout de mon savoir-être. Alors vous nous dites que votre propre volontariat vous a d'abord servi à vous-même, et pourtant comme directrice de FERT, vous avez continué à avoir recours à des volontaires de la DCC. Alors dans quel esprit, et peut-être question subsidiaire, combien de temps pensez-vous encore utile, nécessaire, d'envoyer des volontaires sur ce type de terrain-là ? Alors, je fais un petit calcul avant de venir. Depuis 2003, donc, on a recruté 42 volontaires à FERT, durée moyenne de 2 ans. Sur les 42, 12 via la DCC, et ces 12-là à Madagascar. Pas tout à fait une coïncidence. Ça, c'est donc en l'espace de 15 ans, voilà, 42 volontaires. Et puis, je me dis, en 2018, finalement, il y en aura combien ? On n'en aura plus qu'un. Et aucun à Madagascar. Et à Madagascar, on n'aura plus que 2 expatriés, là où on en avait 10 il y a encore 5-6 ans. C'est un fait. Et pourquoi ? On a accompagné des organisations professionnelles agricoles, on a accompagné le développement de compétences, des gens extrêmement compétents aujourd'hui dans ces organisations, des corps intermédiaires, on va dire, de cadres, de responsables professionnels. Petit exemple, la semaine prochaine, il y a un atelier sur l'agroécologie à Paris, sous l'égide de l'AFD, animé par 4 organisations. Je me suis dit, je vais envoyer un chargé de projet. Non, je vais faire venir un malgache, parce qu'ils sont beaucoup plus compétents pour parler du sujet. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de volontaires. Et je pense que pour les jeunes, 25 ans, on va dire, 25-30 ans, c'est celui qu'on a actuellement au Burkina Faso, sur un sujet spécifique, en situation de binôme, donc vraiment d'échange réciproque. C'est tout à fait intéressant, et j'espère pouvoir leur faire bénéficier de la chance que j'ai eue de se construire, de construire leur carrière et leur avenir.
Et puis, il y a la tranche des seniors. Alors, seniors, pour moi, ça commence à 35 ans. Et d'avoir des ingénieurs, des chargés de projet de 35 à 45 ans qui ont une démarche volontaire, c'est formidable. Alors, c'est rare. On en a eu 3 sur les 42 qui veulent donner un peu de sens à leur vie en étant volontaires, mais dans un métier classique comme celui d'un expatrié. Merci beaucoup, Anne Panel. Je me tourne maintenant vers Gaël Giraud. Gaël, vous aussi, vous êtes un ancien volontaire de la DCC. Vous avez fait un peu de chemin depuis, puisque vous êtes donc chef économiste de l'Agence française de développement. L'AFD est un observateur avisé de la réalité économique dans les pays d'envoi des volontaires. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle est la situation que vous y observez quant au chômage des jeunes ? Quelles sont les grandes évolutions à l'œuvre, les besoins de main-d'œuvre prévisibles? Et est-ce que dans ce contexte, vous voyez encore une place, un rôle spécifique pour les volontaires de solidarité internationale? Oui, merci. J'en profite quand même tout d'abord pour féliciter la délégation catholique pour la coopération et la revue Projet, qui sont toutes deux d'excellentes institutions. Et moi aussi rendre hommage à la DCC en disant que j'ai été également volontaire au Tchad il y a maintenant 20 ans. Alors, pour répondre à la question, du côté de l'Agence française de développement, la perception que nous avons, nous, c'est que la question de l'employabilité des jeunes est l'immense question que le continent africain en particulier va devoir se poser dans les années qui viennent, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,2 milliard de personnes. Dans une trentaine d'années, il y aura 1 milliard de personnes de plus. Donc c'est 30 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et très honnêtement, on peut se dire les choses tranquillement, on ne voit pas du tout quelles infrastructures pourront, dans le continent africain, dans la majorité des pays, accueillir tous ces jeunes, les former, les éduquer et leur trouver un boulot. Donc il y a un enjeu considérable. La première brique, j'aurais tendance à dire, c'est très très simple, mais c'est tout simplement la scolarisation primaire. Pour qu'un jeune puisse être employable dans les années qui suivent, lorsqu'il est jeune adulte, il faut déjà qu'il ait acquis la formation primaire. Et vous savez sûrement que l'objectif du développement du millénaire, les objectifs du millénaire, avaient mis l'accent sur la quantité, c'est-à-dire sur la scolarisation massive des gamins, et a surtout développé des indicateurs pour vérifier que tout le monde était bien assis sur un banc dans une école. L'expérience a montré que ce n'était pas du tout suffisant et qu'il ne suffisait pas de vérifier que les gamins étaient à l'école. Il fallait vérifier qu'ils enseignaient, qu'ils apprenaient quelque chose à l'école. On en a encore rediscuté pas plus tard que cet après-midi avec la Banque mondiale, qui comprend petit à petit que compter le nombre de gamins qui vont à l'école, ça ne suffit pas. Il faut vérifier que les savoirs élémentaires ont été acquis. Donc là, il y a un premier objectif majeur pour nous, qui est de faire en sorte que les centaines de millions de jeunes qui vont naître, en particulier sur le continent africain dans les années qui viennent, acquièrent au moins le savoir primaire. Et malheureusement, ceci n'est pas acquis d'emblée, c'est pas garanti. Le deuxième enjeu, je dirais, c'est la question de l'éducation des jeunes filles en particulier. Vous avez peut-être entendu le président de la République dans son beau discours de Ouagadougou la semaine dernière, mettre énormément l'accent sur cet enjeu-là pour des tas de raisons culturelles, éducatifs, démographiques. Donc j'aurais tendance à dire le deuxième aspect, c'est mettre le paquet sur la question de l'éducation des jeunes filles. Troisièmement, la question des métiers liés au numérique. Alors, il y a une part de fantasme dans cette affaire-là qui habite beaucoup l'imaginaire occidental, qui est un leapfrog va avoir lieu, en particulier dans un continent comme l'Afrique. En vérité, il a déjà en partie eu lieu, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a des innovations numériques. Un leapfrog, c'est-à-dire un saut de bouton, où on sauterait par-dessus une case par laquelle est passé, par exemple, l'Occident, et qui permettrait, notamment au continent africain et puis à d'autres régions du Sud, de, entre guillemets, se développer plus vite. Je ne me prononce pas sur ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas, cet imaginaire-là habite beaucoup la communauté internationale des bailleurs. Alors, la vérité, c'est qu'il y a bien quelques innovations numériques, techniques, qui sont nées en Afrique, notamment. Vous savez, par exemple, que le mobile banking, donc la possibilité d'avoir les transactions bancaires sur son téléphone portable, est né au Kenya. C'est pas né dans la Silicon Valley, c'est né au Kenya. Donc c'est vrai qu'il y a des innovations technologiques qui apparaissent en Afrique. Il n'en demeure pas moins que mon sentiment à moi, c'est ma position, c'est qu'il faut plutôt viser dans tout ce que nous réalisons sur le terrain le low-tech, parce que c'est ça qui est résilient au cours des années.
J'en veux pour preuve ce que j'ai vu pour ma part d'assez près au Tchad. Tout ce qui tient la route sur 20 ans au Tchad, c'est ce qui ne requiert pas du high-tech. Le high-tech n'est pas durable. En particulier dans un contexte de dérèglement climatique particulièrement sévère qui va détruire et attaquer petit à petit l'ensemble des infrastructures que nous bâtissons. Donc, le point que je voudrais souligner, c'est veiller à l'employabilité des jeunes, certes, mais sur des métiers qui requièrent du low-tech, parce que c'est ça qui est durable. Et donc ça fait le lien avec le dernier point qui est, au fond, le grand défi, c'est comment former nos jeunes, les jeunes du Sud, à des activités, des métiers qui vont faciliter la résilience des sociétés, qui vont être les premières victimes du dérèglement climatique. Comment est-ce que l'on aide à former les futurs agriculteurs qui, demain, rendront l'agriculture africaine résiliente à l'érosion des sols, à la désertification, à la montée des eaux, etc. Là, il y a des enjeux formidables, ne fût-ce que de sécurité alimentaire. Je termine par là. C'est l'un des rares acquis de la COP23 de cette année. Les diplomates qui étaient réunis à Bonn cette année ont compris, mieux vaut tard que jamais, que la sécurité alimentaire n'est pas assurée dans un certain nombre de pays du Sud, en particulier en Afrique, et que donc c'est un enjeu majeur, pendant que d'autres, la Banque mondiale, le FMI, continuent de répéter que c'est l'exportation des minerais qui fera l'avenir du continent, alors que, je prends un exemple très très simple, la Guinée-Conakry s'entend dire tous les ans qu'il faut exporter du fer et de la bauxite, tandis qu'elle importe du riz pour nourrir sa population. Donc l'AFD répond à ceci: veillons d'abord à l'autonomie alimentaire du pays, et la Guinée a tout à fait les moyens de produire le riz dont ses habitants ont besoin, avant d'alimenter les marchés du Nord en fer et en bauxite. Merci Gaël Giraud. Vous parlez de la Guinée et de l'exportation de minerais. Ça nous amène vers un pays qui est assez caricatural de ce point de vue-là, le Gabon, dont l'économie est assise sur l'exportation de matières premières. Alors, dans ce contexte-là, Marcona, et plus largement dans les pays de l'Afrique centrale, est-ce qu'il vous semble que des volontaires français viennent répondre à des besoins que des jeunes de votre pays, des pays d'Afrique centrale, n'auraient pu satisfaire eux-mêmes? Je vous remercie, comme vous m'avez présenté, je suis arrivé ce matin. Et la thématique qui est développée aujourd'hui, je crois que nous nous retrouvons dans tout ce qui est dit. J'ai bien apprécié le développement de l'expert de l'AFD. Il a posé, je crois que les vrais problèmes. J'ai connu pour la première fois des volontaires dans ma scolarité, c'est-à-dire ils venaient dans mon village, c'est une école catholique, et ils nous ont enseigné les premières lettres de l'alphabet. Après, je me suis rendu au CS d'Angone, qui est aussi un collège catholique, où nous avons effectivement rencontré les premiers volontaires. J'ai une 50aine d'années, mais aujourd'hui, la formation qu'il évoque, c'est-à-dire il faut d'abord former les jeunes au primaire, je crois que cette formation n'est plus d'actualité. Je le dis tout simplement parce que quand vous allez dans presque tous les pays africains, les éléments que vous allez retrouver dans une salle de classe, si vous avez une classe pléthorique de 150 élèves, je pense que l'enseignant n'est pas en mesure d'apporter une quelconque connaissance à cette classe. Tout simplement, il va passer son temps à discipliner les élèves. C'est le premier aspect. Par rapport à la question que vous avez posée, nourrir la population africaine, pourquoi c'est un challenge? Je ne pense pas que ce soit un challenge, c'est un choix. C'est un choix de politique. Je fais partie d'un pays, le Gabon, avec une couverture forestière de 87%. Nous faisons venir tout ce que nous mangeons du Cameroun, pays voisin, avec les mêmes écosystèmes, le même climat. Et pendant ce temps, on attribue des énormes permis à des compagnies qui viennent du nord d'Asie pour le palmier à huile et l'EVA, alors qu'on n'est pas capable d'assurer, ne fût-ce que le minimum vital, c'est-à-dire les 3 repas quotidiens classiques à sa population, mais on préfère attribuer le peu de terre qui reste cultivable pour des produits qui ne sont pas consommables localement. L'Afrique souffre des choix de leurs dirigeants. Si on veut
que les jeunes Africains ne viennent pas mourir dans la Méditerranée, je pense qu'il faudrait tout simplement que ce volontariat ne soit pas à sens unique. Aujourd'hui, nous avons connu, ou bien nous connaissons les volontaires qui viennent de France, qui apportent leur savoir-faire, qui nous aident à peut-être maîtriser la lecture. Je voudrais tout simplement parler de cet élément vital qui est la connaissance. Au-delà de la connaissance, il faut que le jeune s'installe dans la vie pour peut-être fonder une famille. Mais avec quelle connaissance on pourra arriver à atteindre cet objectif? Donc je pense que l'éducation est à la base du développement à venir de l'Afrique. L'éducation et en plus, il faut nourrir l'Africain. Ce n'est pas un continent désertique. Nous sommes capables de produire tout ce qu'on consomme et qui vient d'ailleurs. On peut tout produire en Afrique, mais sauf que les choix politiques ne nous permettent pas de réaliser ce rêve. On pense que la matière première, ce sont les économies de rente qui ne reposent sur rien du tout. Le jour où le pétrole chute au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, le prix du baril chute, on parle de crise économique. Mais on oublie que les produits forestiers peuvent aussi remplacer toute cette manne pétrolière qui, à la limite, est devenue un handicap. C'est une malédiction pour nos pays. Les mines, c'est une malédiction parce que les dirigeants, très paresseux, ne pensent qu'à être dans une économie de rente. Voilà, dans un premier temps, ce que je pourrais dire pour répondre à votre question. Alors, dans ce paysage que vous décrivez du Gabon et de la responsabilité, on entend bien, des élites dirigeantes, quelle peut être l'utilité d'un dispositif comme celui du volontariat de solidarité internationale si vous vous projetez sur les décennies qui viennent? Je suis responsable d'une organisation environnementale et nous recevons chaque année, peut-être pas des volontaires, mais des jeunes qui viennent en stage chez nous. La différence entre les jeunes que nous avons et ceux qui viennent, c'est déjà la découverte. Il faut découvrir l'autre. Il faut apprendre ces deux civilisations qui sont en contact. Que peut apporter le jeune français au jeune gabonais? Que peut apporter le jeune gabonais au jeune français? Je pense qu'il y a déjà cet échange. Une fois qu'on aurait établi cette passerelle, je pense que là, on peut résoudre un certain nombre de problèmes. Si je fais venir pour un stage un jeune cartographe, par exemple, il pourra aider les populations de mon village à savoir identifier leur zone d'intervention, leur terroir, pour que cet outil de cartographie participative serve aussi d'outil d'aide à la décision quand les décideurs débarquent chez nous pour identifier leur sol, pour, je dirais, exploiter les ressources. C'est-à-dire qu'il faut donner des outils à ces peuples analphabètes, je pense. On n'a pas besoin d'aller dans les grandes universités, peut-être pour savoir que le texte, la Constitution ou la loi donne aussi une part de responsabilité à la population pour pouvoir défendre le terroir. Il y a des outils qu'on peut produire ici ou sur place et qu'on donne directement aux populations pour se défendre. Je voudrais prendre par exemple aujourd'hui le téléphone. Vous avez parlé du numérique aujourd'hui. Le téléphone portable que ma mère utilise au village alors qu'elle est analphabète, qui sonne, ce téléphone a, je dirais, brûlé certaines étapes. Mais il aide. Il aide, par exemple, à savoir qu'il y a un message. Si elle sait lire, elle va découvrir le message. Je pense que nous pouvons aussi apporter, je dirais, les plats déjà bien cuits pour franchir certaines étapes qu'on ne pourrait pas franchir peut-être dans 100 ans, dans 200 ans. Et la connaissance du Nord n'est pas, je dirais, ne peut pas être un handicap. L'apport du Nord peut faciliter un certain nombre d'acquisitions au Sud, pourvu que nous sachions utiliser cette technologie ou bien ces connaissances du Nord.
Voilà un peu ce que je pourrais... Merci Marc. Vous avez parlé de découverte d'une autre réalité, échange, apport mutuel. Je me tourne maintenant vers Elena Lassida. Vous, comme directrice de master, et notamment de master de solidarité internationale, vous avez vu passer des générations de jeunes, d'étudiants, qui étaient mus par une espèce d'envie, de rêve de changer le monde. Alors certains d'entre eux reviennent du volontariat, d'autres y vont, vous les voyez au retour. Est-ce que ça change leur regard? Qu'est-ce que ça leur apporte finalement? Alors, bonsoir. En effet, là, je parle à partir de cette modeste expérience de voir les volontaires ou les étudiants aller faire une expérience et revenir. Et comme vous dites, ils partent avec plein d'enthousiasme de pouvoir se rendre utiles. Et quand ils reviennent, ils disent tous, d'une certaine manière, souvent, j'ai appris plus que ce que j'ai donné. Alors, qu'est-ce qu'ils ont appris? Moi, je dirais qu'ils font tous un apprentissage de quelque chose que pour moi est une expérience un peu fondamentale, que c'est d'apprendre l'utilité de l'inutile. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'utilité de l'inutile, ils font, je le dirais, à trois niveaux. Premièrement, ils découvrent la valeur de la présence, de l'être avec, au-delà de ce qu'ils peuvent faire, des résultats, des actions qu'ils vont faire. Et ça, c'est parfois très douloureux parce qu'ils veulent tout de suite pouvoir apporter quelque chose. Et là, ils découvrent que la présence, le fait de simplement passer du temps avec les gens, sans qu'il y ait nécessairement un projet sur lequel parler, et même de parler des choses qui sont parfois complètement banales. Et ça, c'est parfois beaucoup plus important que des projets concrets sur lesquels on peut participer. Donc la force de la présence, la force de l'être avec sur celui du résultat de l'action. La deuxième inutilité, je dirais, que je pense ils découvrent tous, c'est quelque chose qui est très proche de celle-là, c'est celle de perdre le temps. Et on part avec l'idée de pouvoir gagner le temps, être le plus efficace possible dans le temps qu'ils ont. Et en fait, au début, souvent, ils sont très impatients parce qu'ils trouvent que les choses ne fonctionnent pas aussi rapidement qu'ils voudraient et qu'il faut cette patience d'accepter que les choses doivent prendre du temps. Et je pense qu'à la fin, ils découvrent que ce temps perdu est beaucoup plus important que tout le temps qu'ils ont gagné à faire des choses. Et puis, je dirais, il y a une troisième dimension de cette expérience de l'inutile. Et c'est pour moi tout ce qui relève de la dimension symbolique. Je pense que dans les sociétés moins industrialisées, plus pauvres, il y a parfois une dimension symbolique qui est beaucoup plus forte que dans nos sociétés occidentales et qui passe par les traditions, qui passe par les cultures, qui passe par les habitudes et qui a un poids très important dans les relations. Et je pense qu'on découvre aussi l'importance de cette dimension symbolique dans les relations, dans la construction des projets avec d'autres. Donc voilà, je dirais oui, c'est un peu cette expérience d'apprendre l'utilité de l'inutile et pour moi, ça transforme la vie d'une personne. Merci beaucoup, Elena. Je me tourne maintenant vers Edith Ergon. Alors, vous n'êtes pas vous-même une professionnelle du volontariat de solidarité internationale, mais vous êtes depuis 5 ans conseillère, accompagnatrice, disons, de France Volontaire dans sa démarche de prospective du présent. Et donc, vous avez accompagné France Volontaire dans cette réflexion sur les défis du volontariat. Ce sur quoi je voudrais vous entendre, c'est un peu votre rapport d'étonnement. Est-ce que vous avez le sentiment que ce monde du volontariat de la solidarité internationale est lucide sur les constats ou les questionnements qui ont été évoqués par les intervenants ?
Oui, merci, bonjour à tous. Oui, c'est un compagnonnage de 4 ans, absolument passionnant et instructif avec France Volontaire. C'est un secteur que je ne connaissais pas du tout, mais où j'avais beaucoup travaillé comme prospectiviste du présent pour de grandes entreprises, la RATP, la Poste, pour des collectivités territoriales, le Val-de-Marne, la Normandie, pour des organismes publics, l'INRA, la DATAR. Mais finalement, le volontariat, c'est un monde à part, c'est un monde méconnu quand on n'a pas fait de volontariat, fondé sur des valeurs et des engagements sociétaux où on souscrit tout de suite. Alors, quelques étonnements au point de départ, mais c'est plus un étonnement pour vous, parce que vous savez tout, mais quand on arrive, à quoi sert le volontariat ? D'abord aux volontaires. Les volontaires reçoivent beaucoup plus qu'ils ne donnent. Anne et Elena nous l'ont dit. Vous avez parfaitement précisé ce qu'ils donnaient. Donc, moi, j'ai été frappée quand même qu'il y ait cette insistance portée sur les volontaires, alors que je demandais sans arrêt, mais qu'est-ce qu'ils apprennent ? Qu'est-ce que gagnent les bénéficiaires ? Et pourquoi on en parle si peu ? Mais avec la réciprocité, c'est gagné, parce que ce sont les volontaires qui vont apprendre le plus, et donc on aura effectivement une véritable réciprocité. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que cet apprentissage des volontaires, il était beaucoup plus individuel que collectif. Et qu'à toutes les étapes du processus et du parcours, se posait la question de la transmission des expériences acquises. On a évoqué cet après-midi la question des retours. Dans tous les travaux qu'on a faits, c'est une question absolument majeure. On a appris des tas de choses, mais on le garde pour soi, alors qu'on pourra en faire profiter ses proches, sa famille, son entreprise, son pays, mais on ne le fait pas. La troisième chose, et j'en resterai là pour le rapport d'étonnement, c'est ce qui m'est apparu tout de suite comme les 2 problèmes majeurs. Parce que moi, je n'ai pas fait de volontariat, donc j'ai appris ce que je vous dis, qui est peut-être faux, uniquement en vous lisant, en vous écoutant, en regardant. Et 2 problèmes, les jeunes et les mobilités. Les jeunes, avec cette contradiction majeure entre une appétence pour faire du volontariat, solidarité, et en même temps, ce gros mot d'employabilité, et cette tension entre ces 2 sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Alors maintenant, France Volontaire, engager une démarche de prospective, oui, c'est un signe de lucidité. C'est au moment d'une plateforme de cette nature se constitue, surtout dans un monde complètement incertain et fort inquiétant, et se poser la question du renouvellement et d'une vision partagée du volontariat me paraît tout à fait déterminante. Et finalement, au terme de ces 4 ans de coopération, moi je vous dirais que, je terminerai par là, que j'ai eu un sentiment très positif sur la capacité du volontariat, tel que sous toutes ses formes, instituées ou pas instituées, mais à jouer absolument un rôle majeur pour réinventer un monde vivable et habitable, mais à condition d'accepter un certain nombre d'évolutions et de transformations. Merci. Alors, vous avez signé un article avec Alain Raymond dans cette cartographie 2017 des engagements volontaires et solidaires à l'international, où vous développez l'idée de volontariat monde. Alors, avant de vous lancer sur la définition de cette notion, je voudrais vous entendre un tout petit peu sur la démarche qui vous a conduit à définir et à avancer cette proposition. Peut-être d'abord un mot sur ce que c'est que la prospective du présent. Parce que la prospective du présent, ça paraît contradictoire, mais pas du tout. Ça vient d'un rapport de Jean-Paul Bailly que nous avions fait ensemble au Conseil économique et social en 1998, dont la saisine s'appelait « Prospective et décision publique » et le point d'arrivée « Prospective, débat et décision publique ». Donc la prospective, c'est une manière de développer du présent, c'est une manière de développer l'intelligence collective à part le débat pour prendre des bonnes décisions. Donc c'est une démarche de connaissance pour l'action, voilà la connaissance qui arrive, qui stimule une intelligence collective des situations en articulant 3 types de savoirs. Des savoirs scientifiques, savoirs experts, des savoirs pratiques, les expériences qu'on évoque tant, des savoirs sensibles, des savoirs vécus et des savoirs artistiques et littéraires. Et c'est tout ça qui doit nous permettre d'un peu mieux comprendre ce monde aussi complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, cette prospective, elle ne s'intéresse pas aux tendances lourdes qu'on connaît tous et ne cherche pas les extrapolations.
Elle essaye de trouver les signaux faibles. Toutes ces petites choses qui sont déjà sous nos yeux, j'appelle demain déjà là, mais qu'on n'a pas toujours les bonnes lunettes pour voir, parce qu'on a un certain nombre de préjugés, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc comment ouvrir tout grand nos yeux et nos oreilles pour voir ce qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas. Et si parmi ces signaux faibles, il y en a qui peuvent nous aider à préfigurer des futurs souhaitables, ben allons-y, prenons-les et développons-les, montons-les en généralité. Alors c'est une prospective qui repose sur un principe d'optimisme méthodologique et qui préfère voir les trains qui arrivent à l'heure que ceux qui arrivent en retard, hein, et qui préfère voir surtout les innovations par rapport au dysfonctionnement. En cela, ça se distingue de la recherche en sciences sociales. Et je terminerai en disant pour cette méthode qu'il s'agit de se démarquer de la méthode des scénarios élaborés par des experts pour des décideurs, pour une prospective partagée de co-construction entre les différents acteurs. Alors vous voyez pourquoi le volontariat c'est important dans cette... Alors très rapidement sur la démarche, les 4 étapes entre 2012 et 2017, à chaque fois un système d'acteurs avec une volonté d'ouverture progressive vers des partenaires différents du volontariat, mais aussi du monde de la solidarité, jusqu'à de nouvelles alliances avec les collectivités, avec les entreprises. Chaque fois des temps d'études, d'analyse, de débat, de synthèse prospective, ponctués par des moments forts. Donc une première étape, sensibilisation, constitution des acteurs. Deuxième étape, un diagnostic en mouvement. On a fait plus d'une centaine d'entretiens dans différents pays auprès de différents acteurs sur 4 thèmes dont le développement durable, le parcours des volontaires. Ensuite, troisième étape, une analyse, un partage, une mise en débat qui a débouché sur un grand débat prospectif élargi fin 2014 à la Maison de l'Amérique latine, où on a renouvelé, proposé un renouvellement conceptuel assez radical de ce que pourrait être le volontariat. J'y reviendrai dans un instant. Et quatrièmement, un petit peu pour éprouver, pour valider ce renouvellement conceptuel, on a voulu saisir toutes les opportunités, les mettre à l'épreuve du réel et saisir des opportunités pour les tester. La première, ça a été saisir la COP21 et essayer de mettre en dialogue les migrations et les volontariats. Et on l'a fait en faisant une conférence débat sur la dimension migratoire du changement climatique dans l'espace caribéen, ce qui nous a permis d'introduire la notion d'hospitalité. Et puis la dernière, sur laquelle j'espère pouvoir revenir tout à l'heure, qu'a évolué un peu Gaël Giraud, qui est au centre, c'est comment développer une mobilité solidaire ouverte à tous les jeunes, à partir des métiers de la transition et des métiers du no-tech, pour résoudre enfin ce dilemme entre le parcours citoyen et le parcours professionnel. Alors de toute cette démarche extrêmement originale, stimulante, est née cette idée de volontariat monde. J'aimerais bien que vous nous disiez un peu ce que recouvre cette notion. Alors je vais essayer. Alors le volontariat monde s'inscrit dans un écosystème qui est caractérisé par, ça je vous apprendrai rien, un contexte mondial en mutation radicale. On a eu des exposés à notre débat élargi de Nicole Gnesotto, par exemple, assez catastrophistes sur, on peut dire beaucoup de choses. Des situations en forte tension, des ruptures, des guerres, enfin un monde complètement clivé. Mais parallèlement à toutes ces horreurs, une abondance d'engagements citoyens et d'initiatives locales qui peut-être peuvent nous permettre de construire des voies alternatives. Et ces initiatives sont principalement portées par les sociétés civiles et par les jeunes. Alors, l'hypothèse d'un volontariat monde résulte de 2 constats qui s'agencent autour de 3 notions et qui devraient nous permettre d'inscrire le volontariat au cœur des dynamiques de transition. Alors, le premier constat, on n'en a pas suffisamment parlé, c'est le grand mot qu'il faudra rajouter à tous vos EPSI, KEPSI, etc. Les phénomènes de mobilité dessinent de nouvelles cartes du monde. On l'a vu au Cameroun, au Maroc, toutes nos enquêtes. L'international, vous l'avez dit, n'est plus seulement façonné par le nord-sud, mais selon de multiples échelles, sud-sud, niveau régional ou local, où la solidarité est dans tous les sens, du plus proche au plus lointain, on a dit ici, là-bas.
Au-delà des frontières nationales, il convient aujourd'hui d'introduire, ça c'est un renouvellement conceptuel qu'on propose, dans un monde de flux et de réseaux, la notion d'espace, de circulation. Et c'est ça que nous avons essayé de travailler avec le changement climatique et les migrations dans l'espace caribéen. La dimension d'une grande région permet d'appréhender des problèmes que ne permettent pas d'appréhender des pays. Donc, premièrement, les phénomènes de mobilité. Deuxièmement, ce qui était proposé à ce dialogue élargi, un volontariat. Le volontariat doit être conçu dans une perspective d'utilité sociale liée aux apprentissages issus de l'expérience et être moins une aide du plus fort au plus faible que construit dans une optique de co-construction du pour et du faire avec, selon un principe de réciprocité, mais conscient qu'on était dans des situations d'échange et de solidarité équilibrées entre partenaires en situation inégale, mais qui peuvent ensemble développer des capacités à habiter le monde. Le monde arrive, hein ? Tout cela, ça crée une triade dont vous avez prononcé toute l'après-midi 2 des mots et auxquels j'en rajoute un 3e. La triade, et je le mets même en premier, la triade, c'est mobilité, solidarité et citoyenneté pour inscrire le volontariat dans des dynamiques de transition, qu'elles soient sociales, économiques, écologiques et démocratiques. La mobilité, c'est une capacité à bouger, mais pas seulement physique, c'est aussi bien cognitive, culturelle, sociale. Elle est essentielle pour habiter un monde en mouvement. Et les volontaires en ont une expérience vécue extrêmement positive. Et les organismes qui gèrent le volontariat en ont une compétence reconnue. Et elle se décline avec solidarité, qui est la raison même de leur engagement dès lors qu'ils visent l'utilité sociale, ainsi qu'avec citoyenneté, qui inscrit une action responsable, individuelle et collective, de la personne au monde, pour co-construire un projet d'habitabilité soutenable. Alors maintenant, vous me direz le monde, c'est quoi le monde ? Eh bien le monde, il se distingue de la planète, il se distingue aussi de la Terre. Le géographe Michel Lusseau, dans un livre qu'il a appelé « L'avènement du monde », rappelle, citant Wittgenstein, que le monde, c'est tout ce qui nous arrive. C'est notre espace de vie, à la fois propre à chacun de nous et commun à tous. Ne pas vouloir en maîtriser le cours ne signifie pas renoncer à le comprendre et à s'efforcer de le rendre habitable. Ce composé subtil qu'est son habitat au sens large, bien au-delà du logement et de la résidence, l'humain y cohabite avec les autres humains et le partage avec les non-humains. Et c'est cette cohabitation qui alimente le mouvement perpétuel qui humanise la planète et qui socialise la Terre en instaurant le monde. C'est à propos du monde ainsi conçu qu'il importe de bâtir un projet d'habitabilité soutenable. Alors, je voudrais vous interroger quand même, parce qu'autour de ces 3 notions, ce triptyque, mobilité, solidarité, citoyenneté, on sent que c'est une aspiration que peuvent éprouver de nombreux jeunes Français, mais tout autant des jeunes Maliens, des jeunes Sénégalais, des jeunes Gabonais. Voilà, ce volontariat monde, c'est une proposition qui est faite à qui ? C'est une proposition qui est faite à tout le monde. Et que, je disais tout à l'heure que la prospective du présent prenait en compte les aspects artistiques, littéraires et autres. Lisons Senghor, qui nous parle du monde commun et qui vient justement, c'est à partir de ce travail en commun qu'on peut le construire. Lisons Édouard Glissant, lisons, etc. Tous nos grands écrivains ou autres nous parlent tous les jours de ce monde qu'il s'agit de construire. Donc s'il s'agit de construire un monde, ça concerne tout le monde. Je crois que c'est ça où il est très important de ne pas mélanger le monde et l'universel. Là, on est sur un monde qui est la reconnaissance des différences et des altérités. Et la reconnaissance, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que c'est dans la rencontre avec l'autre qu'on peut s'enrichir
et on peut se développer. Et cet universel, c'est bien sûr pas l'universel que l'Europe a longtemps prétendu concevoir pour tout le monde. Dans un beau livre qui s'appelle « L'Afrique monde », Souleymane Bachir Diab et Achille Mbembe nous disent que c'est aujourd'hui en Afrique qu'on peut apprendre à concevoir ce nouveau monde, où on peut l'expérimenter, le comprendre. En tout cas, on est vraiment assigné à y œuvrer tous ensemble, et même, je dirais, dans cette maison, on est tous invités, et avec joie, à inventer l'Europe de demain. Mais pour inventer l'Europe de demain, il faut l'inventer avec les pays d'Afrique, et avec les pays d'Asie, et avec tout le monde. Donc c'est un discours qui nous s'adresse à chacun d'entre nous, à tous les groupes, à toutes les structures, à tous les pays. Hein, donc c'est cette citoyenneté qui va de la personne, du corps, au monde, en passant par des organisations de géométrie variable, etc. Merci beaucoup, Edith Ergon. Je pense qu'on va rester sur cette idée de volontariat monde qui est une belle façon de penser l'avenir et les défis pour le volontariat de solidarité internationale. Je voudrais juste vous inviter les uns et les autres, si vous avez commencé à annoter des questions à l'endroit de nos intervenants, de les faire remonter vers Vincent de Féligonde. Simplement, sur cette idée de volontariat monde, j'aimerais entendre les réactions peut-être de Marc Ona ou de Anne Panel. Marc, est-ce que quand vous entendez ça, et que vous parliez tout à l'heure de ces jeunes qui viennent s'échouer en Méditerranée, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée de volontariat monde ? Je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée de volontariat monde ne doit pas être à sens unique. C'est-à-dire, pour le moment, ce sont les jeunes du Nord qui tentent l'aventure au Sud pour aller, je vais caricaturer, apporter la civilisation. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Alors, donc, je pense, et ça a été souligné par un intervenant, l'éducation, la formation font partie des éléments clés pour que cette idée de volontariat monde soit effective. Pas que ce soit à sens unique. Parce que si nous continuons à avoir ce déséquilibre en termes de connaissances, en termes d'apport civilisationnel, nous allons toujours avoir une Afrique, quand je dis une Afrique, c'est-à-dire une ère géographique où nous ne sommes que des consommateurs. On reçoit, mais on n'apporte absolument rien, même pas la culture. Et même quand cette culture est remontée au nord, ben, elle est toujours perçue comme étant une culture capable d'être modifiée, améliorée, alors qu'elle est entière, elle est totale, la culture africaine, par exemple. Donc, je pense que les Asiatiques ont réussi quelque chose de formidable. Les Asiatiques ont réussi à imposer leur culture, même si certains peuvent trouver quelques éléments à corriger, mais la culture africaine n'arrive pas à s'imposer tout simplement parce que nous avons ce problème de formation, d'éducation. Il faut le résoudre. Et le volontariat monde, pour le moment, pour moi, repose sur l'éducation, la formation. Alors, Marc, vous insistez sur l'unilatéralité aujourd'hui du volontariat. Moi, je voudrais me tourner vers Anne Panel. Est-ce que dans votre expérience avec FERT, qui est donc une association française mais implantée dans une douzaine de pays, on peut penser le volontariat sur un principe de réciprocité ? Oui, alors par extension un peu, hein, parce que c'est pas le statut de volontaire en tant que tel, mais ces échanges que l'on pratique de plus en plus, et grâce à des programmes un peu ambitieux, d'envergure, entre plusieurs pays. Et aujourd'hui, jusqu'à il y a 10 ans, on faisait beaucoup le paysan à paysan entre le paysan français et le paysan africain, et vice-versa. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus à des échanges entre techniciens agricoles, entre paysans de pays
pays différents. Actuellement, on accompagne un programme comme ça sur 5 pays d'Afrique subsaharienne. C'est extrêmement riche. On gagne en étapes de façon extraordinaire. Ce que je vois, c'est qu'on réinvestit tout le savoir-faire que nous ont appris des organismes de volontariat comme la DCC en termes de préparation au voyage, d'interculturalité, etc. Mes équipes réinvestissent tout ce capital-là dans la préparation à l'interculturalité entre un Burkinabé et un Malgache. Et ça, c'est une autre façon de valoriser tous les acquis de 50 ans de volontariat ici. Merci Anne Panel. Alors je me tourne vers Vincent de Féligonde qui a collecté les nombreuses questions de la salle. Une première question qui fait écho à ce que vient de dire Anne sur est-ce que les volontaires européens dans le Nord ne prennent pas le travail des jeunes des pays d'accueil, ceux du Sud? Est-ce qu'ils ne contribuent pas à perpétuer une domination occidentale en agissant via des projets d'ONG à l'occidental? Je ne sais pas qui veut essayer de répondre à cette question. Marcona, vous en avez parlé aussi. Qui veut répondre? Gaël? Oui, je peux essayer de répondre à cette question. Je pense que c'est une très bonne question qu'il faut constamment garder à l'esprit. Une question qu'on m'a posée moi-même quand je suis arrivé au Tchad pour donner des cours de maths et de physique dans un collège. On m'a dit, mais en fait, tu viens prendre la place d'un prof tchadien. Ce qui est en partie vrai, en partie seulement parce que, évidemment, je l'ai fait et d'autres le feront avec un style et une manière qui est unique. Voilà. La question, à mon avis, c'est plutôt... cette question doit rester à l'esprit de ceux qui organisent le poste en dialogue avec la puissance invitante locale. C'est la garantie du fait que c'est pas comme quelque chose de substituable à un travail qui pourrait déjà être accompli localement. Il y a une manière de rendre ce service qui est unique, si c'est un Européen qui l'a fait, si c'est un Latino-Américain, etc. Après, je crois aussi qu'il y a une conversion à opérer de la part du volontaire, que lui-même doit apprendre. Alors on peut prendre un exemple, puisqu'on fêtait la Saint-François-Xavier hier, ou avant-hier, maintenant, on est mardi aujourd'hui. François-Xavier apprend à se mettre à la place de l'autre, et d'une certaine manière, c'est le thème de l'inculturation, et à entrer dans la peau et la vie et la manière de voir des personnes auprès de qui il est envoyé. Donc c'est un travail de conversion, on pourrait dire, spirituelle, intérieure, de la part du volontaire, qui effectivement est invité à ne pas plaquer ses propres réflexes d'Européens sur la situation dans laquelle il intervient, mais à se faire grec avec les Grecs, juif avec les Juifs, etc. Donc ça va dans les deux sens. Donc c'est une question, à mon avis, qu'il faut garder en tête en permanence. Ça doit être une espèce de blessure qu'il faut raviver constamment, sinon, de fait, les vieux réflexes reviennent immédiatement. Marcona, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Moi, je pense que c'est le constat que je fais. Je ne fais que le répéter, c'est-à-dire il y a des réflexes qui sont restés en nous. Quand je dis nous, c'est les volontaires qui vont sur le terrain et ceux qui sont en train de réceptionner, de recevoir ces jeunes. Quel est l'état d'esprit de ce volontaire qui part de France pour aller en Afrique? Quel est d'abord son état d'esprit? Il vient apporter la civilisation, ou bien il vient apprendre, ou bien il intègre une société où il y a quelques valeurs aussi à assimiler. S'il n'y a pas au départ cet état d'esprit, c'est-à-dire cette prise de conscience d'aller vers l'autre pour apprendre et apporter aussi sa propre connaissance, il y aura toujours cette unilatéralité, c'est-à-dire on va vers ceux qui doivent recevoir quelque chose parce qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse sur la mission du volontaire. Qu'est-ce que le volontaire va faire en Afrique, par exemple? Pourquoi ne pas effectuer aussi ce volontariat? Je sais que certains États africains, ils vous diront toujours, nous n'avons pas les moyens d'envoyer nos jeunes en Europe pour faire la même chose. Ceux qui le font aujourd'hui, ce sont peut-être les prêtres dans l'Église catholique qui partent du Sud pour le Nord. Ça aussi, c'est une sorte de volontariat. Et je pense que nous pouvons peut-être essayer de regarder quelle
quel résultat, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan de ce volontariat sud-nord avec les prêtres? Deuxième question, Vincent. Ça rejoint une autre question qui a été posée, c'est quelle évaluation de l'impact du volontariat est-il fait sur le terrain dans les pays du Sud, mais effectivement aussi dans les pays du Nord sans doute? La rencontre interculturelle fait-elle bouger les lignes sur place? Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Est-ce que Marc, tu as l'expérience ou peut-être Anne? Je vais, par exemple, prendre l'exemple des stagiaires que je reçois et qui ne sont pas des volontaires, mais qui sont des stagiaires que je reçois au sein de mon organisation. Le domaine culinaire est très important. Je me rappelle un jeune stagiaire luxembourgeois que j'ai reçu et qui observait ma mère en train de consommer des chenilles. Les chenilles. À première vue, on n'a pas envie de consommer. Mais à force de voir toute la famille consommer les chenilles, il s'est engagé à consommer les chenilles. Mais il les a tellement trouvés délicieux que lui-même, il s'est engagé à les rechercher et à faire ses plats de chenilles. Alors, là, les lits ont bougé. Tout simplement parce qu'il s'est dit, ceux qui consomment les chenilles et qui n'en meurent pas, pourquoi lui, il en mourrait s'il en consomme? Donc, du coup, c'est un exemple banal que je prends, mais qui peut expliquer un certain nombre de choses dans cet échange culturel. Il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi la danse, la cuisine et bien d'autres aspects culturels qu'on peut facilement échanger dans ce type de volontariat. C'est la chenille qui redémarre. Gaël Giraud. Oui, je voulais apporter un exemple et un témoignage tout récent, puisque donc moi j'ai fait ma coopération il y a 20 ans, mon volontariat il y a 20 ans, pardon. Et à l'époque, donc j'étais enseignant dans un collège jésuite, et puis j'ai également fondé un centre d'accueil pour les enfants de la rue, tout petit, il y a 40 enfants, pas plus, mais qui tourne toujours aujourd'hui, 20 ans après, et j'y suis retourné cette année pour la première fois depuis 15 ans, mais avec la casquette de chef économiste de l'AFD. Et donc l'ambassade de France a tenu absolument, mais je lui rends hommage, à ce que je sois accompagné par une escorte militaire, donc ce que j'avais jamais vécu au Tchad. Et donc on est descendu sur la piste avec trois soldats qui m'entouraient, quoi. Et puis nous sommes arrivés au centre d'accueil. Les enfants avaient été prévenus que le père fondateur allait arriver. Bon. Donc évidemment, ils avaient préparé une fête pas possible. Et quand je suis sorti de la voiture, ils étaient 40 gamins à courir. Voilà. Et du coup, l'une des escortes a eu peur et s'est interposée avec son arme pour dire « Attention, vous n'approchez pas ». Et puis évidemment, je lui ai expliqué que c'était en fait mes enfants. Alors il s'est tout surpris, il ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis les enfants ont fait la fête, alors on a dansé, ils m'ont fait des démonstrations de karaté, puis on a mangé la boule, tous ensemble, la boule de mil avec la sauce, gombo frais pour ceux qui connaissent. Et on a évidemment invité les 3 militaires à manger avec nous. Et je crois que ça a été un lieu... Alors ces 3 militaires venaient du nord du Tchad, et vous savez sûrement qu'il y a un problème... quasiment séculaire entre les populations du nord du Tchad et les populations du sud. Et je crois qu'ils ont vécu une vraie conversion. Donc là, il y a des lignes qui ont bougé du côté de ces militaires qui ont appris qu'on pouvait s'occuper des enfants et qu'on pouvait, en retour, être nourris par eux et qu'eux-mêmes étaient nourris par les enfants du sud dans une zone qui est complètement délaissée par le pouvoir politique actuel de N'Djamena. Je crois qu'eux-mêmes ont vécu quelque chose d'absolument inouï pour eux, voilà, entre Tchadiens. Vincent ? J'avais une question effectivement sur la question de la transmission. Edith Orgon mettait en avant le fait qu'il y a un problème de transmission de l'expérience acquise. Est-ce que ça... comment faire? C'est peut-être une question, Elena Lassida. Comment faire pour que l'expérience acquise puisse être transmise largement, l'expérience acquise quand on a été en volontaire soi-même? Alors, justement, je disais que ce qu'on acquiert, c'est une expérience qui est plus existentielle que de l'ordre des connaissances et des savoir-faire. Donc, moi, je pense que la transmission passe par le fait de pouvoir justement vivre ça ici,
avec les proches. Je disais l'utilité de l'inutile, la rencontre, le savoir perdre le temps, le symbolique. Si on peut refaire ces expériences fondatrices avec les gens les mêmes ici, je pense que c'est ça, c'est là où ça se joue, la transmission. Oui, moi je répéterais volontiers qu'une des choses, je l'ai dit dès le départ, et qui a été au cœur de notre discours sur la prospective, c'est que ces apprentissages individuels puissent devenir des apprentissages collectifs. Il n'y aura pas d'utilité sociale du volontariat, au sens où je l'ai défini dans le cadre d'un volontariat monde, qui n'est plus ni nord ni sud, qui est dans tous les sens, à tous les endroits, puisqu'on est dans un monde de flux et de réseaux, mais il faut créer du collectif. Alors ça peut être sous différentes formes, mais sous des formes... on a été particulièrement sensible au retour, mais même dans l'organisation même des équipes de volontariat. Enfin, il n'y a pas d'inutile, j'aime pas trop, effectivement, je comprends ce que dit Elena, mais la présence, tout ce qui est jugé dans un monde ultra-capitaliste et libéral comme perte de temps, c'est ça qu'on nous apprend aussi. C'est la valeur qu'a ça. Moi, je veux dire un petit élément personnel. Pour ceux qui connaissent Cerisy, vous allez être touchés. Je viens de perdre une collaboratrice qui était là depuis 60 ans, qui ne faisait que dire bonjour, accueillir les gens, être aimable, voir ceux qui étaient un peu impressionnés au centre culturel de Cerisy. C'est Catherine de Gandillac. Elle a disparu. J'ai reçu 300 ou 500 messages montrant à quel point ce type de service, d'attitude est essentiel pour l'hospitalité. Donc, nous avons beaucoup à apprendre aussi. Moi, j'ai été frappée, j'ai été au Cameroun récemment et on a fait une petite soirée, une matinée sur le volontariat monde. J'ai été frappée au Cameroun de ce très haut niveau d'éducation de tous les gens. On était invités par une famille qui avait fait une formation pour les jeunes jusqu'à l'université, mais ça ne faisait pas pour autant se prendre en main pour engager l'action. Et c'était toute la question de l'entrepreneuriat qui était posée là aussi, et dont on voyait, en prospective du présent, qu'il existait sur le terrain. C'est qu'il y avait des tas de gens qui avaient des jeunes, qui entreprenaient des tas de choses, mais qu'il n'y avait pas les structures administrativo-politiques, et qui baissaient les bras. Ils baissaient les bras, mais ils étaient éduqués. Donc l'éducation, c'est important, mais pas que. Et cette idée que dans le volontariat, on crée une obligation d'apprentissage collectif, ça me semble une condition importante si on veut que le volontariat puisse jouer le rôle que j'ai tout à l'heure espéré qu'il puisse jouer. Dernière question peut-être. Oui. Pardon, une question un peu provocante. Le débat sur le volontariat monde, est-ce que ce n'est pas un débat occidental face à des populations qui parfois n'ont pas l'occasion de vivre une simple mobilité à l'échelle locale? Quels sont les leviers d'éducation pensés aujourd'hui? Ce que je veux dire par là, et vous avez raison, c'est une excellente question, c'est que la question de la mobilité, pour tous, à tous les âges, dans tous les pays, devient une question absolument majeure. Et alors, elle est peut-être plus facile dans certains secteurs que dans d'autres, mais elle est un fait qui va s'imposer à nous tous et qu'il faut considérer, pour lequel il y a de l'apprentissage. Moi, j'ai travaillé 35 ans à la RATP. J'ai travaillé dans les quartiers politiques de la ville. Eh bien, apprendre à des gens qui habitent des cités, qui peuvent prendre un bus et un tramway qui est devant leur cité, c'est pas gagné. Alors j'ai fait des ateliers pour apprendre à ces jeunes la mobilité. Donc la mobilité, ça s'apprend. C'est une compétence qu'on peut acquérir. Et donc prenons ce que vous dit le volontariat monde, c'est essayons d'être lucides sur les phénomènes qui adviennent et prenons-les à bras-le-corps. Gaël. Réagir.
Oui, pour répondre à cette question, je ne crois pas du tout que ce soit une idée purement occidentale, dont j'en veux pour preuve nos amis religieuses Xavier qui sont là et la compagnie de Jésus que j'incarne modestement avec d'autres peut-être s'il y en a dans la salle. Nos deux ordres religieux font constamment de la mobilité sud-sud. Il y a plein de jésuites latinos qui sont envoyés en Afrique, d'autres en Asie et réciproquement. Et je crois que c'est une expérience magnifique des deux côtés, enfin de tous les côtés. Je ne crois pas qu'il y ait quiconque pour témoigner du contraire. Donc je ne crois pas du tout que ce soit une imagination du Nord. C'est une expérience vécue qu'il y a un enrichissement mutuel, y compris dans l'immigration au sud-sud. Alors, il y a quand même des questions encore dans ce sens-là. Ce sera la dernière question, parce qu'après... D'accord. Une double question, enfin triple. Le volontariat bénéficie plus aux personnes issues des CSP+, en France et en Occident. Lorsque nous parlons de volontariat mondialisé, basé sur la réciprocité, comment faire pour inclure les populations plus marginalisées, qui sont peut-être les premières cibles du volontariat? Deuxième question, comment populariser ce dispositif, le rendre visible, accessible à des jeunes et moins jeunes, qui n'ont pas d'autres possibilités d'expatriation, Et quelqu'un faisait remarquer que les jeunes ultramarins français sont très peu présents dans le volontariat. Juste un petit mot pour dire que ce qu'on a essayé, dont je n'ai pas pu parler, parce qu'on n'a pas eu le temps, au travers un peu de ce qu'on appelait la mobilité solidaire, c'est d'essayer, en tout cas pour la France, de faire en sorte que tous les jeunes puissent partir faire un volontariat, alors qu'il y en a aujourd'hui assez peu, et que beaucoup y aspirent. Jean-Pierre Dardot qui est là, on a beaucoup travaillé sur ces questions ensemble, et donc là ça tourne aussi, c'est des choses simples, mais autour d'un Erasmus des apprentis, enfin de tous les dispositifs qu'on pourrait mettre en place, y compris chez nous, pour permettre que cette expérience, dont vous avez tous dit qu'elle était d'une grande richesse exceptionnelle, soit accessible à un plus grand nombre. Bon, je ne réponds que pour ce que j'ai pu travailler sur les jeunes en France, mais c'est déjà beaucoup qui ne peuvent pas partir sous prétexte qu'ils pensent que chercher un emploi, c'est plus utile et plus rapide. Enfin, et plus difficile. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Il n'y a pas d'autres remarques sur cette question-là. Alors, on va bientôt passer à la deuxième table ronde. Simplement, je retiendrai personnellement 3 choses peut-être de ce premier échange. La première chose qui est apparue clairement, c'est que à qui sert le volontariat de solidarité internationale? C'est pas d'abord dans le service rendu que réside la légitimation, la justification principale du volontariat de solidarité internationale. C'est d'abord dans la rencontre. Et finalement, la rencontre, c'est pas quelque chose de spontané. Il suffit de voir le sort, la vie vécue par les migrants sur les trottoirs parisiens. La rencontre, ça s'organise, ça se suscite. Et le volontariat, quelque part, en offrant une médiation, un rôle, il offre un espace pour que cette rencontre ait lieu. La deuxième chose, c'est l'idée de déplacement. C'est-à-dire qu'on a entendu Marc et d'autres parler de ce déplacement mutuel, de cet apport, cette adoption du regard de l'autre. Moi, je parlerais d'un élargissement de sa citoyenneté. C'est-à-dire que bien souvent, les gens qui sont partis reviennent encore plus engagés et avec une forme d'engagement qui est consciente du monde. Et puis la troisième chose que je retiens, il a été évoqué le mot d'hospitalité. Alors l'hospitalité, c'est quelque chose qui est vécu par la grande majorité des volontaires. Et il y a probablement un défi qui est lancé là au volontariat de solidarité internationale et au-delà au ministère des Affaires étrangères et à la politique française, c'est comment attendre une hospitalité de la part des pays qui accueillent des volontaires sans nous-mêmes offrir une hospitalité aux jeunes qui veulent vivre à l'échelle du monde venant de ces pays-là. Alors tout cela suscite évidemment une mobilité. Le mot est revenu à de nombreuses reprises. La mobilité, elle a aussi un impact écologique et ce sera l'objet de la deuxième table ronde.